Nous savions ce qui se passait dans le scénario. Nous savions que quelque chose sortait du cœur de John Hurt parce que sa réplique était « Oh mon Dieu, Hollywood voulait Meryl Streep ». Le studio avait déclaré que personne ne regarderait une femme combattre des monstres. Puis Sigourney Weaver est arrivée et a changé l'histoire du cinéma pour toujours. Mais après 4 films, elle a quitté la franchise qui l'a rendue célèbre. Aujourd'hui, à 75 ans, elle révèle la vérité dérangeante. Les clones ratés, les menaces du FBI et le sombre secret qui l'a poussé à refuser le retour de millions de personnes. Sigourney Weaver est née le 8 octobre 1949 sous le nom de Susan Alexandra Weaver. Sa famille était déjà célèbre. Son père, Pat Weaver, était un grand nom de la télévision. Il a créé The Today Show et The Tonight Show, qui ont changé la télévision pour toujours. Sa mère, Elizabeth Inglis, était une actrice qui a joué dans The 39 Steps, 1935, mais a ensuite abandonné le métier d'actrice pour élever sa famille. Sigourney avait également des parents célèbres. Son oncle, Doodles Weaver, était un comédien, et son parrain était Steve Allen, le premier animateur du Tonight Show. Malgré tout cela, Sigourney ne se sentait pas à sa place. Ses parents étaient occupés par leur carrière, et elle se sentait souvent ignorée. Elle a dit un jour qu'elle était comme une petite fille dans une grande maison sans personne à qui parler. Elle n'était pas du genre à compter sur le succès de sa famille. Au lieu de se consacrer à la comédie, elle est allée à l'université de Stanford pour étudier la littérature anglaise. Elle n'a pas vécu une vie universitaire normale. En fait, elle vivait dans une cabane dans les arbres avec son petit ami, jouait de la flûte et se déguisait en elfe pour s'amuser. Elle a joué dans des pièces de théâtre à l'école, comme un tramway nommé Désir. Mais elle pensait qu'être actrice était idiot. Cela a changé lorsqu'elle est partie en Israël après l'université pour travailler dans une ferme. Elle a réalisé à quel point raconter des histoires lui manquait. Alors elle a décidé de postuler à l'école d'art dramatique de Yale. Yale n'était pas facile. Elle avait des camarades de classe comme Meryl Streep, qui obtenaient toujours les meilleurs rôles, tandis que Sigourney était obligée de jouer des vieilles dames, ce qui était plutôt insultant pour quelqu'un qui avait à peine 20 ans. Les professeurs ne croyaient pas en elle. L'un d'eux lui a même dit « Tu n'as aucun talent, tu devrais partir ». Au lieu d'abandonner, elle a décidé de prouver qu'ils avaient tort. Mais avant tout cela, quelque chose d'important s'est produit quand elle avait 14 ans. Elle a changé de nom. Elle a trouvé le prénom Sigourney dans Gatsby le Magnifique et a pensé qu'il lui convenait mieux. Elle mesurait déjà 1,80 m en 6 et elle avait l'impression que Susan ne convenait pas à quelqu'un d'aussi grand. Les gens se moquaient de sa taille, l'appelant l'araignée géante. Mais changer de nom lui a permis de se sentir plus forte. Plus tard, ce nom unique l'a aidé à entrer à Hollywood. Certains directeurs de casting pensaient que Sigourney était un nom d'homme et ont été surpris de la voir apparaître. C'est ce qui l'a aidé à se faire remarquer, à Yale. Les choses ont commencé à changer lorsqu'elle a rencontré Christopher Durang, un camarade de classe qui se sentait lui aussi un étranger. Ils ont commencé à travailler ensemble sur d'étranges pièces expérimentales. Dans une pièce de théâtre, Titanic 1976, elle jouait le rôle d'une femme qui gardait des animaux vivants à l'intérieur de son corps. C'était bizarre. Mais cela prouvait qu'elle pouvait mélanger l'étrangeté et l'émotion en même temps. Ils ont ensuite créé Das Lusitania Songspiel, une pièce déjantée qui se moquait de la guerre et du capitalisme. Sigourney a joué le rôle d'une travailleuse du sexe qui cassait des bouteilles de champagne tout en chantant sur l'argent. Les critiques ont trouvé cela insensé, mais cela a attiré l'attention de Warren Beatty, qui a qualifié cela de théâtre punk. Lors de sa dernière représentation à Yale, au lieu d'un monologue sérieux, elle a fait une pièce sur une femme séduisant un réfrigérateur. Les professeurs l'ont fait échouer, mais Durang a secrètement donné le script à des agents, ce qui lui a permis d'obtenir son premier rôle off-Broadway, Avant Alien. Elle faisait partie de la scène théâtrale étrange de New York. Elle et Durang ont continué à travailler ensemble, repoussant les limites de ce que les gens attendaient des pièces de théâtre. Dans Das Lusitania Songspiel, ils ont ajouté une marionnette hérisson symbolisant le capitalisme. Une version de Roméo et Juliette où les amoureux criaient des slogans marxistes et une scène où Sigourney se déguise en Titanic et coule en chantant. La plupart des critiques l'ont détesté, mais c'est devenu un film culte. C'est à ce moment-là que Mike Nichols, un célèbre réalisateur,
l'a vue et lui a plus tard confié le rôle d'un acteur dans une pièce de Broadway. Son premier rôle au cinéma n'avait rien de spécial. Elle a joué dans Annie Hall en 1977 pendant 6 secondes. Elle n'avait pas de texte et se tenait simplement debout, vêtue d'un trench coat, à côté de Woody Allen et Diane Keaton. Elle a plaisanté plus tard. J'ai gagné 50 $ et je les ai dépensés pour un sandwich. C'était embarrassant, mais ça a fini par l'aider. La directrice de casting, Juliette Taylor, s'est souvenue d'elle et l'a plus tard suggérée pour Alien. Et comme personne ne s'attendait à ce que la fille d'Annie Hall combatte un monstre, sa performance dans Alien a été encore plus surprenante. Plus tard, les fans ont commencé à jouer à un jeu appelé « Où est Sigourney ?» pour essayer de la repérer dans Annie Hall. C'était plutôt drôle. Son premier grand moment au cinéma a été de se tenir là, en arrière-plan. Mais bientôt, elle ne serait plus en arrière-plan. Elle était sur le point de devenir l'une des plus grandes stars de l'histoire de la science-fiction. Le rôle de Sigourney Weaver dans Alien a changé la science-fiction pour toujours. Mais cela a failli ne pas se produire. Le scénario original de 1976 ne précisait pas le sexe des personnages. Mais les premières versions utilisaient des pronoms masculins. Personne ne s'attendait à ce que le rôle principal soit joué par une femme. Lorsque le réalisateur Ridley Scott et le président de la 20th Century Fox, Alan Ladd Jr., décidèrent de faire de Ripley une femme, le risque était énorme. À seulement 29 ans, Weaver était une actrice inconnue. Elle n'était même pas le premier choix. Meryl Streep et Glenn Close avaient été envisagés, mais c'est Weaver qui a obtenu le rôle. Elle a joué Ripley d'une manière que personne n'avait jamais vue auparavant. Elle n'était pas faible. Elle n'attendait pas d'être sauvée. Elle était intelligente, forte et savait comment survivre. Mais Hollywood ne l'a pas respectée. Elle n'a été payée que 35 $, alors que son partenaire à l'écran John Hurt a gagné 250 $. Au début, Fox ne voulait même pas d'elle. Il pensait qu'une héroïne d'action ne marcherait pas. Scott a dû leur prouver le contraire. Il l'a entraînée avec d'anciens Marines pour qu'elle paraisse forte et confiante dans le maniement des machines. Le risque a payé. Le public a été choqué lorsque le capitaine masculin, joué par Tom Skerritt, est mort en premier. Ripley n'était pas seulement un personnage secondaire, elle était la dernière survivante. La nomination de Sigourney Weaver aux Oscars pour Aliens en 2009, 5-4-27 était quelque chose à laquelle personne ne s'attendait. À l'époque, Hollywood ne prenait pas la science-fiction au sérieux. L'Académie décernait principalement des prix aux drames émotionnels ou aux films romantiques. Pas aux films d'action avec des extraterrestres et des explosions. Mais la performance de Weaver dans le rôle d'Ellen Ripley était trop puissante pour être ignorée. Elle n'était pas comme les autres nominés cette année-là, qui incarnaient des femmes aux prises avec un chagrin d'amour ou des difficultés personnelles. Ripley était différente. Elle était forte, intelligente et intrépide. Elle a mené des soldats au combat, a combattu des créatures terrifiantes et a protégé une petite fille. Elle a fait preuve à la fois de force et d'émotion, ce qui est rare dans les films d'action. Mais au final, Weaver n'a pas remporté l'Oscar. C'est Marlee Matlin qui a remporté le prix pour Children of a Lesser God, qui est entrée dans l'histoire en devenant la première actrice sourde à remporter le prix. Beaucoup pensaient que Weaver avait été lésée parce que l'Académie ne respectait toujours pas la science-fiction. Mais sa nomination à elle seule a changé la donne. Des années plus tard, lorsque Sandra Bullock a remporté un Oscar pour Gravity, les gens ont vu cela comme la preuve que Weaver avait contribué à ouvrir la voie aux femmes dans les films d'action. 2 ans plus tard, en 1989, Weaver a fait quelque chose que personne n'avait jamais fait auparavant. Elle a remporté 2 Golden Globes en une seule soirée. Un pour Gorillas in the Mist, où elle incarne la scientifique Dian Fossey, et un pour Working Girl, où elle incarne une chef impitoyable. Aucun acteur n'avait jamais remporté 2 prix d'interprétation le même soir auparavant. Et personne ne l'a fait depuis. Ces 2 rôles ont montré à quel point elle était talentueuse. Dans Gorille, dans la brume, elle s'est complètement transformée en Fossey. Une femme qui a consacré sa vie à la protection des gorilles. Weaver a passé des mois à étudier le comportement de Fossey, vivant même parmi de vrais gorilles. L'expérience a été difficile. Elle a attrapé la dysenterie pendant le tournage au Rwanda et a refusé d'utiliser une doublure pour les scènes dangereuses. Dan's Working Girl. Elle a joué le rôle complètement opposé. Une cadre manipulatrice et arrogante qui vole le mérite de son assistante. Elle a rendu le personnage si crédible que les gens à Hollywood ont dit
qu'elle devait avoir imité tous les horribles patrons qu'ils avaient rencontrés. Remporter ces 2 prix en une seule soirée a prouvé qu'elle pouvait tout faire. Mais Weaver s'en est moqué plus tard en disant « Je pense que les votants se sont trompés et ont vérifié mon nom 2 fois. » Même après tout ce succès, elle ne voulait pas se retrouver coincée à jouer le même genre de rôle encore et encore. Après Aliens, Hollywood a continué à lui proposer des rôles d'action difficiles, mais elle les a refusés. Elle ne voulait pas être cataloguée dans un genre. Elle a même refusé Total Recall et Le Silence des agneaux, qui sont tous 2 devenus des succès massifs. Au lieu de cela, elle a choisi des films qui la mettaient au défi de différentes manières. Elle a joué une femme au foyer calme et malheureuse dans The Ice Storm, qui lui a valu un BAFTA. Elle a endossé un rôle sombre et émotionnel dans Death and the Maiden, où elle incarne une femme confrontée à son ancien tortionnaire. Le rôle était si intense que le réalisateur l'a qualifié de chirurgie émotionnelle. Et même lorsqu'elle n'était pas à l'écran, elle avait toujours un impact. Elle a prêté sa voix à Wall-E, prouvant qu'elle pouvait captiver le public sans même être vue. Mais la science-fiction l'a toujours retenue. Elle est revenue pour Alien 3, mais seulement à ses conditions. Elle a exigé que l'histoire de Ripley soit significative, pas juste une énième suite pleine d'actions insensées. Elle voulait que la mort de son personnage ait un but. Pourtant, le passage de Sigourney Weaver dans Alien 3 n'a été qu'un cauchemar. L'idée originale du film était complètement différente de ce qui a été finalement réalisé à l'écran. Au départ, l'histoire se déroulait sur une planète monastère en bois où un groupe de moines vivait isolé. Ils croyaient que Ripley était une sorte de test divin. Et quand le xénomorphe est apparu, ils ont pensé que c'était leur punition pour leur péché. Cette version, écrite par Vincent Ward, a reçu le feu vert de la Fox en 1990. Elle était remplie d'images religieuses inquiétantes, de couloirs en bois sculptés à la main, de rituels aux chandelles, d'une horreur à combustion lente qui mêlait foi et peur. Mais 3 semaines seulement avant le début du tournage, le studio a tout abandonné. Le scénario a été jeté. Les décors étaient à moitié terminés, mais le film n'avait plus d'histoire. La Fox a paniqué car le public test n'aimait pas l'idée que Newt, la petite fille d'Aliens, soit tuée hors écran, à la dernière minute. Ils ont donc décidé de tout déplacer sur une planète prison. Cela a représenté un gaspillage de millions de dollars et toute la production est devenue un désastre. Weaver a déclaré plus tard que c'était le moment où Hollywood avait cessé de prendre des risques et s'était mis à faire des films juste pour éviter les pertes financières. Pour diriger ce chaos, Fox a embauché David Fincher. Il n'avait que 28 ans et n'avait jamais réalisé de long métrage auparavant, juste des clips musicaux. Et dès le début, le studio contrôlait tout ce qu'il faisait. Chaque matin, il devait se battre avec les responsables pour que les scènes soient tournées à sa façon. Il travaillait avec un scénario qui avait été déchiré et réécrit à maintes reprises. Parmi les premières versions, on trouve celle du scénariste cyberpunk William Gibson, qui se concentrait sur les armes biologiques de la guerre froide, et d'une autre Derek Red, de Near Dark, qui était davantage axé sur l'horreur. Au final, rien de tout cela n'a été conservé. Le film a emprunté des éléments à une version d'évasion de prison écrite par Walter Hill, mais les éléments spirituels et inquiétants du scénario du monastère de Ward ont complètement disparu. Le style sombre et dérangeant de Fincher a été constamment rejeté par le studio. Il voulait que le générique d'ouverture montre l'autopsie de Newt, rendant le chagrin de Ripley réel et douloureux. Mais Fox l'a coupé, disant que c'était trop déprimant. Sur le plateau, certains membres de l'équipe se moquaient de lui, et un producteur lui a même dit qu'il pouvait pisser contre un mur pendant 2 heures, et l'appelait Alien 3. Il rapporterait quand même 30 millions de dollars. Fincher était tellement frustré qu'après le film, il a quitté Hollywood pendant un certain temps. À son retour, il a refusé de laisser les studios contrôler ses films, ce qui explique pourquoi des films comme 7 ont été tournés à sa façon, selon ses conditions. Weaver a dû faire face à ses propres difficultés. Ripley a été complètement transformée dans Alien 3. Elle avait le crâne rasé, portait des vêtements de prison simples et semblait épuisée par l'exposition aux radiations. Pour créer ce look, les maquilleurs ont utilisé de la colle prothétique sur son cuir chevelu, mais cela a provoqué de graves réactions allergiques. Elle a commencé à avoir des éruptions cutanées douloureuses et ils ont dû passer à la colle médicale, ce qui a encore retardé le tournage.
Même lui raser la tête est devenu un combat. Fincher voulait que ce soit réel, mais Fox voulait une perruque, car il pensait que le public ne la trouverait pas assez attirante. Weaver a refusé. Elle a dit plus tard que Ripley n'était pas là pour être désirable. Elle était là pour survivre. Fox n'a pas apprécié. En représailles, ils ont retiré son crédit de coproductrice des premières bandes annonces et ont même fait la promotion du film avec le slogan « The bitch is back ». Weaver était furieux, le qualifiant d'insultant et de mesquin. Elle avait beaucoup insisté pour avoir son mot à dire sur le film. Après Aliens, elle était suffisamment puissante pour exiger l'approbation du scénario. Lorsque le studio a tué Newt Hicks, elle a insisté pour que Ripley meure aussi. Sinon, cela aurait semblé inutile. Mais les réécritures incessantes l'ont épuisée. Elle a admis plus tard que tout cela l'avait épuisée et vaincue. Cette expérience lui a également montré comment Hollywood traitait les femmes. Les cadres masculins la traitaient d'hystérique parce qu'elle apportait une contribution créative. Les membres de l'équipe n'aimaient pas recevoir d'ordre d'une femme. Elle a même pensé à arrêter de jouer à cause de cela. Mais malgré tout, elle a continué à défendre Fincher. Elle pensait que le film avait été enterré sous l'ingérence des studios, mais elle voyait le bien dans ce que Fincher essayait de faire. Fincher lui-même n'a rien voulu avoir à faire avec le film après sa sortie. Il a qualifié ce film de cauchemar et a déclaré que personne ne le détestait plus que moi. Lorsque la Fox a sorti une version plus longue du film en 2003 en restaurant 30 minutes de séquences supprimées, il a refusé d'y participer. La scène qu'il détestait le plus était celle de la mort de Ripley. À l'origine, elle était censée se sacrifier en sautant dans du plomb en fusion. Mais à la dernière seconde, Fox a forcé un changement, faisant jaillir le xénomorphe de sa poitrine alors qu'elle tombait. Fincher a pensé que c'était stupide et inutile. Juste une façon de copier la célèbre fin de Terminator 2. Weaver, de son côté, a toujours des sentiments mitigés. Elle sait que le film est imparfait, mais elle pense aussi qu'il est audacieux. Elle respecte Fincher pour ne pas l'avoir rendu sûr. Tuer Newt était un risque énorme, mais elle a estimé que cela rendait le chagrin de Ripley plus réel. Au fil du temps, le film est devenu culte. Certains fans apprécient désormais ses thèmes d'exploitation des entreprises et d'autonomie corporelle. Weaver pense que ce personnage méritait mieux que la haine qu'il a reçue. Sigourney Weaver est revenue dans Alien Resurrection en 1997, mais cette fois, elle n'était pas la même Ripley. Elle jouait un clone, Ripley lui qui n'était plus complètement humaine. Les scientifiques avaient mélangé son ADN avec celui des xénomorphes, lui donnant d'étranges pouvoirs. Elle était plus forte, plus rapide et avait de l'acide à la place du sang. Elle pouvait même sentir les extraterrestres, presque comme si elle était l'une d'entre eux. Weaver voulait le montrer dans sa façon de bouger. Elle ne se contentait pas de marcher. Elle traquait, s'accroupissait et regardait fixement les gens comme un prédateur. Dans une scène, elle a même grogné. « Je suis la mère du monstre. » Mais Ripley Hewitt n'était pas seulement dangereuse. Elle aussi était perdue, dans l'un des moments les plus dérangeants du film. Elle a trouvé un laboratoire rempli de clones ratés d'elle-même. Tordus, déformés, souffrante. L'un d'eux la supplia de le tuer. Elle réalisa qu'elle n'était pas seulement une copie de Ripley. Elle était quelque chose d'entièrement différent. Les critiques n'ont pas aimé le film, le trouvant trop étrange. Mais Weaver l'a défendu. Ripley, a-t-elle dit, avait changé. C'était une nouvelle version d'elle-même, et elle voulait l'explorer. L'un des moments les plus célèbres du film n'était même pas prévu pour se dérouler comme il l'a fait. Il y avait une scène où Ripley devait lancer un ballon de basket par-dessus son épaule sans regarder et réussir son tir. Le réalisateur voulait simuler avec des images de synthèse. Mais Weaver a refusé. Elle a passé des semaines à s'entraîner avec un entraîneur de la NBA. Le jour du tournage, l'équipe s'attendait à être là toute la journée pour essayer d'obtenir une prise parfaite. Mais du premier coup, elle y est parvenue. Tout le monde sur le plateau était abasourdi. Ron Perlman, qui était dans la scène, a complètement rompu son rôle et a crié « putain de merde ». Ils ont dû couper la scène rapidement parce que sa réaction n'était pas dans le script. Les gens en parlent encore, le qualifiant d'un des plus grands coups de chance de l'histoire du cinéma. Même Weaver a plaisanté en disant que j'aurais pu gagner un spectacle à la mi-temps, dans un film rempli d'effets spéciaux. Ce moment réel s'est démarqué. Le film lui-même a été très critiqué à sa sortie, mais au fil du temps, les gens ont commencé à l'aimer pour son côté fou. Il y avait des moments vraiment étranges, comme un hybride humain xénomorphe avec de grands yeux effrayants.
Il y avait aussi un scientifique qui parlait aux extraterrestres, comme s'ils étaient ses animaux de compagnie. Et puis il y avait Weaver, qui embrassait pleinement la folie. Elle avait des répliques ridicules, comme « Qui dois-je baiser pour sortir de ce bateau? » Et dans une scène, elle a même léché le sang du visage de Winona Ryder. Elle a dit plus tard qu'elle aimait le côté étrange de tout ça. La réalisatrice avait une vision étrange et elle l'a respectée. Certaines scènes ont bien fonctionné, comme la poursuite sous-marine, où des xénomorphes pourchassaient de l'équipage dans des couloirs inondés. C'était terrifiant et intense. Mais il y a eu des scènes qui n'ont pas fonctionné, comme celle où l'extraterrestre hybride est aspiré dans l'espace par un minuscule trou. Les critiques ont qualifié ce moment comme l'un des pires en images de synthèse jamais réalisés. Weaver a admis que le film avait des problèmes, mais elle ne regrettait pas de l'avoir fait. Ce n'est pas un extraterrestre, mais c'est quelque chose, a-t-elle dit. Après cela, Weaver s'est assuré que l'histoire de Ripley ne serait pas transformée en une franchise d'action bon marché. C'est pourquoi elle a complètement refusé de participer à Alien vs. Predator 2004. Elle trouvait l'idée ridicule. C'est comme faire combattre Godzilla par les danses de la mer, a-t-elle dit. Elle avait déjà demandé que Ripley soit tué dans Alien 3, car elle ne voulait pas que le personnage soit ramené juste pour de l'argent. Lorsque la Fox a décidé de faire AVP, elle était furieuse. Elle avait l'impression qu'il détruisait le sacrifice de Ripley juste pour faire un film d'action rapide et stupide. Elle a même reproché à AVP d'avoir ruiné les plans de Ridley Scott pour un troisième film Alien digne de ce nom. Au fil des années, elle n'a jamais changé d'avis. Elle voulait que Ripley soit reconnu comme un véritable héros de science-fiction, et pas seulement comme un autre personnage d'action dans une franchise. Même si elle en avait fini avec les films, Weaver a quand même trouvé un moyen de faire revenir Ripley. Grâce aux jeux vidéo, elle a prêté sa voix à Ripley dans Alien Isolation 2014, un jeu sur la fille de Ripley, Amanda. Les développeurs du jeu lui ont demandé d'enregistrer des dialogues pour une mission spéciale où les joueurs pourraient découvrir des scènes du premier Alien. Elle a même réuni tous les acteurs pour donner un côté plus réaliste au jeu. Contrairement aux films ultérieurs, ce jeu se concentre sur la peur et la survie plutôt que sur l'action. Weaver a adoré ça. C'est la suite qu'Alien 3 aurait dû être, a-t-elle déclaré. Les fans ont été choqués qu'elle ait accepté de le faire, car elle avait refusé tant de projets Alien. Mais pour elle, c'était différent. Les jeux ont permis à Ripley d'exister sans le bagage d'Hollywood, a-t-elle déclaré. À 61 ans, Sigourney Weaver a fait quelque chose de fou. Elle a joué une jeune fille Na'vi de 14 ans dans Avatar. La voix de l'eau. Pass Dia. Pas de trucage. Juste son jeu d'actrice. James Cameron voulait qu'elle se déplace comme une vraie adolescente. Elle courait, grimpait et se donnait même des airs bizarres. Pour se préparer, elle a lu ses vieux journaux d'adolescente et a travaillé avec des entraîneurs pour retrouver cette énergie. Pendant 13 ans, personne ne savait qui était le père de Kiri. Certains pensaient qu'il s'agissait d'un humain. D'autres pensaient qu'il s'agissait d'un guerrier Na'vi. Certains pensent même que la déesse de Pandore, Awa, a joué un rôle. Weaver a ajouté sa touche personnelle. Elle a inventé le lien de Kiri avec la nature. Une scène où Kiri noue des liens avec des créatures sous-marines ne figurait pas dans le scénario. Mais Cameron l'a adoré. Au début, les gens n'ont ri à l'idée qu'une femme de 60 et 1 ans joue une adolescente. Mais elle leur a prouvé le contraire. L'équipe des effets visuels a utilisé une quantité massive de données pour lui donner un aspect plus jeune. Mais tout le reste était réel. Elle est ensuite devenue une méchante dans The Defenders, mais pas une méchante normale. Alexandra Reed n'essayait pas de diriger le monde. Elle essayait juste de survivre. Elle avait vécu 500 ans en volant des organes. Weaver a demandé au scénariste de la rendre différente. Au lieu d'être une magicienne, elle voulait qu'Alexandra soit intelligente et puissante de manière discrète. Sa scène la plus effrayante? Elle a empoisonné le thé de quelqu'un, et on aurait dit qu'elle sortait tout droit d'un roman de Shakespeare. Marvel ne voulait pas qu'elle meure si tôt dans la série, mais elle a insisté. Plus tard, des emails divulgués ont montré que Kevin Feige aurait souhaité l'avoir utilisée dans Eternals. En 2013, elle est revenue à Broadway après 20 ans. Elle a joué une actrice en fin de carrière dans Vanya et Sonia et Matcha et Spike. Le rôle était chaotique. Une nuit, elle a trébuché si fort sur un tapis qu'elle a cassé une côte de David Hyde Pierce.
Elle a fait toutes ses cascades elle-même, même quand ses costumes n'étaient pas toujours au beau fixe. Une fois, elle s'est retrouvée coincée dans un filet à perruque sur scène. Les gens ont adoré son côté sauvage. Un jour, elle s'est écartée du scénario pendant 7 minutes. En dénonçant les feuilletons des années 1980, le dramaturge a ajouté cette scène au spectacle. Le budget a failli s'effondrer parce qu'elle exigeait de la vraie vodka sur scène. Son moment le plus fou? Elle a donné une représentation en matinée en secret alors qu'elle était malade du COVID-19 plus tard. Elle a déclaré qu'elle avait simplement canalisé la folie de Masha et qu'elle avait continué. Galaxy Quest a permis à Weaver de se moquer de son héritage de science-fiction. Elle a joué Gwen DeMarco, un personnage qui se moquait des rôles ridicules que les femmes avaient dans les films spatiaux. Une scène où Gwen se plaint des pièges mortels aléatoires du vaisseau? Une idée de Weaver. Elle a eu cette idée après avoir réfléchi à tous les trous stupides de l'intrigue dans Alien 3. Elle a également improvisé une réplique lorsqu'elle s'enfuit d'un monstre de pierre. Mais cela a presque valu au film une classification R. Dans les coulisses, le scénariste lui a lancé des insultes à travers une oreillette pour la mettre aussi en colère que Ripley. Son costume est devenu une blague. Elle n'arrêtait pas de déchirer accidentellement ses manches pour se moquer du manque de praticité des tenues de science-fiction. Le plus étrange? Le slogan # Saisissez, Frappez. Il a été suggéré que Dana Barrett finançait secrètement le retour des Ghostbusters. Des dialogues coupés ont même révélé qu'elle avait aidé à reconstruire le pack de protons de Phoebe. Pendant le tournage, elle a modifié une réplique pour insinuer que Dana pourrait avoir des pouvoirs psychiques. Elle a refusé le maquillage vieillissant, affirmant que Dana avait survécu à Gozer. Elle a gagné ses rides. Le plan initial? Elle était censée combattre Zol. Mais Weaver a refusé, affirmant que Dana devrait être la seule personne à rester calme dans tout ce chaos. Sigourney Weaver et Jim Simpson sont mariés depuis 40 ans. Ce qui est rare à Hollywood. Ils se sont rencontrés en 1983 lors d'un festival de théâtre où il était barman. Elle sortait avec quelqu'un d'autre à l'époque, mais elle l'a ensuite invité à une fête. Il est resté pour aider à nettoyer, et ce petit moment a donné lieu à leur premier rendez-vous. 3 mois plus tard, le 1er octobre 1984, ils se sont mariés. Elle a qualifié cela de « saut de la foi ». Ils ont eu une fille, Charlotte. En 1990, Charlotte, Auchar, est non-binaire et travaille comme professeur à l'Université de Columbia, se concentrant sur l'IA et la narration numérique. Weaver a eu du mal à concilier sa vie de mère et sa carrière. Pendant le tournage d'Avatar, Char a postulé à des universités et elle a dit que cela l'avait presque tuée. Bien qu'elle soit une grande star, elle a choisi une vie tranquille à New York, passant du temps à faire des randonnées et à rester loin des drames hollywoodiens. Weaver a dû faire face à des difficultés au début de sa carrière. Mesurant 1,80 mètres, elle était souvent rejetée pour des rôles parce qu'elle était plus grande que les acteurs masculins. Elle plaisantait même sur le fait de peindre des chaussures sur ses pieds pour paraître plus petite. Sa fille ne se souciait pas non plus de sa célébrité. Quand quelqu'un parlait d'extraterrestres, Char balayait l'idée en disant « Cela va dans la petite boîte des choses que je n'ai pas besoin de savoir ». Weaver a toujours parlé des problèmes qui lui tiennent à cœur. Elle travaille avec l'American Heart Association pour sensibiliser les gens aux maladies cardiaques, rappelant aux femmes qu'elles tuent plus de personnes que tous les cancers réunis. Elle soutient également le droit à l'avortement. Dans Call Jane 2022, elle incarne une femme dans un réseau clandestin d'avortement et déclare que le message du film est plus important que jamais. Elle a également passé plus de 30 ans à se battre pour la conservation des gorilles après avoir joué dans Gorille dans la brume. En 1988, elle dirige le Dian Fossey Gorilla Fund et a remporté des prix pour son travail. Elle a pris des mesures audacieuses.